C'est bon, j'arrive à la rendre. Tu viens de tuer tout le monde dès le lancement. Dont ta voix. Dont ta voix. Effectivement. Ah là là, dans ce petit podcast d'irréductible, majoritairement gaulois, il y a Chocapix, Pastivix et le seul belge Guslambix pour cet hebdo. Guslambix. Pour cet hebdo de Culture Club Sandwich. Ouais, bien. Ça à peu près, encore une fois, numéro 36. Voilà, ça, si vous voulez le faire, on ne serait pas arrivé. Donc il y a Olivier, Florian et donc moi-même pour... Avestassa. On avait dit pas les noms de famille, bon sang, bonsoir. Ouais, mais... Je l'avais préparé depuis 12 heures, je ne pouvais pas ne pas la faire. Franchement, elle est bien. Elle est très bien. Je te l'accorde. Do, ré, mi. Non, ouais, c'est autre chose. Jeu de mots à la con. C'est parti pour l'hebdo de Culture Club Sandwich. Et spécial Astérix. S'il te plaît, Florian, ne meurs pas pendant le générique. J'essaye de m'étouffer hors champ, en fait. C'est la comédie dell'arte. Étouffer hors champ, on dirait un plat sous une carte d'un restaurant un peu chic. Oui, c'est un étouffé hors champ. C'est un plat matrangeant. Donc c'est pas un plat mandon. Non. Allez. Ça, c'est chez les chefs étoilés québécois. Québécois uniquement, effectivement. Est-ce que vous allez bien, à part Florian qui est en train de mourir de sa voix, a décidé de quitter la pièce au moment de commencer l'enregistrement ? C'est ça. Oui, bah moi ça va mieux que la voix de Florian. C'est pas difficile, j'ai l'impression. Bon. Donc comme je disais avant le générique, on fait un épisode bien en retard, et encore, est-ce que vraiment c'est en retard quand on fait un peu ce qu'on veut ? Je sais pas. Non. En tout cas, après tout le monde, mais comme ça on a la place libre pour parler d'Astérix, le combat des chefs sur Netflix, qui est donc sorti le 30 avril, ça on parlera ça tout à l'heure, mais avant tout ça, il y a des choses qu'on a dans nos récaps, si je me trompe pas, du côté d'Olivier. Comme ça, cette fois-ci, je ne te coupe pas avant que tu te parles. Ça fait 3 semaines, je m'en veux encore. Ouais, bah faut pas, hein, il y avait pas de choses extraordinaires à raconter. Ouais, bah moi en fait je suis allé surtout au cinéma parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire et faire autre chose. Mais si, par contre j'ai fait un super concert. J'ai fait un concert de Steven Wilson dont je vous avais parlé dans le podcast, qui est le chanteur et le créateur de Porcupine Tree. Ouais. Et il a fait c'était trois soirs à salle Playel, et donc une salle où l'acoustique est vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'écouter de la musique au casque, et c'est pour ce type pour ce rock alternatif très planant, c'est vraiment l'idéal comme salle, et c'était super. C'était 3 heures de concert, sachant que lui en fait fait sa propre première partie en faisant un album entier. Après il y a une entracte, et après il fait un patchwork en fait de à la fois ses titres personnels et à la fois des titres de Porcupine. Donc c'était vraiment une super expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé le truc, et ouais, je trouve que en live ça, parce qu'en plus il joue avec la vidéo, il aime beaucoup la vidéo, donc c'est toujours des tableaux vidéo qui sont en rapport avec la musique, et donc c'est une vraie expérience de concert qui était vraiment sympa. Si jamais vous avez l'occasion de rattraper l'épisode où je vous parlais de Steven Wilson, ça vaut vraiment le coup, et de le voir en concert, c'est quand même une sacrée expérience. Et sinon, donc comme je vous disais, je suis surtout allé au cinéma. Et j'ai vu notamment le Destination Finale Bloodlines. Ouais.
Donc moi je suis pas un acharné des destinations finales puisque je n'ai vu que le premier très récemment que j'avais trouvé somme toute vraiment très très mauvais et donc, il a vieilli, hein, on va dire ça. Ouais c'est vraiment un nanar de chez nanar quoi. Enfin c'est vraiment moi je suis pas très nanar globalement. Donc du coup j'ai pas pris un plaisir fou devant le premier opus. Par contre, je trouve que celui-là est quand même relativement intéressant, ne serait-ce que par sa première séquence, qui est quand même complètement folle. Et je trouve qu'en termes de montage, en termes alors il y a des plans qui sont moches parce que c'est blindé de CGI et mal fait et tout, mais peu importe. En fait, il y a une énergie dans cette séquence qui est quand même et un plaisir de multiplier les fausses pistes sur comment les gens vont mourir, qui est tellement agréable et tellement bien foutu qu'on oublie tous les défauts du truc et c'est assez moi je trouve la scène assez folle, la fin est assez dingue. Donc il y a ce plaisir là. Après je trouve le film un peu répétitif, un peu long, mais je trouve qu'on passe un bon moment. C'est un bon moment de déconne au cinéma, voilà. Ça casse pas quatre pattes à un canard, mais c'est plutôt chouette à regarder. Et vraiment par rapport au premier, c'est sans commune mesure beaucoup plus sympa à regarder que en tout. Le truc c'est que tu l'as pas vu à l'époque le premier, parce que de ce que j'ai pu entendre autour de moi, c'est que c'est un peu c'est comme si les gens revoyaient le premier à nouveau. Il y a le plaisir de la découverte, le côté un peu plus récent, parce que les trucs sur lesquels tu disais voilà c'est un peu répétitif, c'était déjà le cas dans le premier et puis c'était pire encore après, mais donc voilà. Mais disons que le premier alors moi je l'avais pas vu à l'époque parce que c'était considéré comme le film vraiment pourri par excellence quoi. C'est plus tard c'est devenu un objet culte en fait. Mais quand c'est sorti, c'est pour nous qui étions fans de Scream, qui avions découvert tous ces slashers au cinéma. Enfin vraiment pour nous Destination Finale c'était vraiment complètement con quoi. Enfin j'avais même pas envie de mettre un orteil là-dedans. Après en le revoyant plus tard, j'ai compris pourquoi j'avais pas envie de mettre un orteil dans une salle de cinéma pour le voir à l'époque. Parce que vraiment j'étais là, je dis ah ouais c'est devenu culte ça, putain c'est vraiment nul quoi. Mais je pense aussi que j'étais un peu trop vieux déjà à l'époque quand c'est sorti. Ouais. Et que les gens qui avaient 4 ans, 5 ans de moins que moi ont découvert le truc et avaient un espèce de plaisir enfantin. Après, moi, je trouve que je pense que la série a mûri, a appris ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait est devenue plus déconnante en fait. C'est-à-dire que dans le premier, les morts, ça reste quand même très rationnel, alors que là finalement on tombe dans des trucs qui sont vraiment complètement cons, c'est débile à souhait quoi. Donc mais en fait on retrouve justement ce plaisir du côté débile et une fois que c'est assumé, effectivement c'est plus facile à prendre plaisir quoi. Ouais, c'est en fait avant c'était débile parce que c'était mal fait, maintenant c'est débile parce que c'est assumé et qu'on veut perpétuer la tradition du truc et je dois dire que j'ai passé un bon moment devant le film. Ils auraient pu enlever 4-5 séquences, enfin je crois que c'est l'opus le plus long de la série, mais après c'est 1h45 donc oui, mais en fait ce genre de film 1h20 c'est bien quoi. Enfin vraiment une fois que t'as compris le principe, il y a un côté un peu de fatigue effectivement ok. C'est au bout d'un moment on a compris que c'était des fausses pistes. Malgré tout il y a quand même des morts qui sont quand même, enfin la scène de l'hôpital c'est pareil, c'est le deuxième morceau de bravoure du film. Il y a quand même des idées, je trouve, qui sont très 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 bonnes quoi. Il y a la mort, les deux morts dans l'hôpital, c'est quand même très très drôle et vraiment je trouve qu'il y a plein de choses, il y a plein d'idées de cinéma, de réalisation là-dedans. Tu vois là j'y repense tout d'un coup et j'ai le sourire. Et je me dis finalement, il n'y a pas beaucoup de films grand public et tout qui me procurent. Mais moi, c'est difficile de te donner le sourire avec une scène qui se passe dans un hôpital. Faut dire ça aussi. C'est ça. Moi, je me suis demandé déjà même avec les anciens,
J'ai pas vu celui-là, mais je trouvais que Destination Finale était un concept qui pourrait fonctionner en série, en fait. Bah, c'est presque. En fait, moi, tu vois, celui-là, par exemple, il aurait duré. Ça aurait été un épisode d'une heure, ça aurait été parfait, quoi. Ouais. Après, le truc aussi, c'est que malgré tout, ils sont tellement dans la surenchère maintenant que ça nécessite des moyens qui sont assez colossaux. Je suis pas sûr qu'on puisse reproduire sur 10 épisodes d'affilée, quoi. Donc, la première séquence, je pense qu'elle bouffe tout le budget d'une seule série. Donc, Après, je pense que ça peut, mais je pense que c'est typiquement le genre de choses où on vient pour les mises à mort et on vient pour quelque part des personnages qui sont à sacrifier. Moi, je vois pas. Si tu veux, même avec le concept. Mais non, plutôt en anthologie, tu vois. Un peu comme la Room 104, ce genre de choses, toi. Oui, comme les contes de la crypte, des trucs comme ça. Tu vois, ça peut être des 20 minutes. Ou même comme les Alfred Hitchcock présente, qui était pas si loin que ça finalement du truc. C'était de savoir ce qui va arriver au pourri qu'on est en train de regarder, quoi. Donc, Après, les anthologies, on va dire classiques, elles sont déjà pas revenues. Donc déjà, par exemple, tout ce qui est la Twilight Zone qui a été rebooté il y a 5 ans, ça a floppé. Enfin, il y a plein d'anthologies qui ont floppé, mais surtout faire une anthologie d'horreur spécifiquement avec Destination Finale qui fait que du coup la mort rôde et en fait sacrifie tous les personnages à la fin. Il y aurait encore un côté encore plus répétitif. Donc il va falloir encore plus de créativité si Warner veut tourner ça en série. Mais je pense pas que c'est le budget qui va les arrêter, parce que ça le 5 était destiné à Max à la base. Mais je pense que c'est plus le côté créatif et le côté comment faire quelque chose qui tienne la route même sur 6 épisodes. C'est vrai qu'après ici, c'est le genre de choses qui marchent à la surenchère sur un seul fil aussi. Ouais. Après, je pense que la pause qui a été faite, je sais plus depuis combien de temps il n'y avait pas eu un Destination Finale qui était sorti, mais je pense que ça a été salutaire parce que les gens étaient plus. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans à peu près. Bah, c'était bien aussi d'avoir cette petite pause, et je pense que du coup les gens étaient contents de revenir au truc, et ça a laissé le temps aussi aux gens qui travaillent dessus de trouver des nouvelles idées. Voilà, moi je trouve que encore une fois la première scène elle envoie du bois, quoi. Enfin, c'est vraiment. Alors, j'aurais pu dire elle envoie du verre parce que c'est. Oui, mais on l'envoie du bois par rapport au premier. Oui. Bah, c'est le deuxième, hein, les rondins. Oui, les rondins de bois, c'est le deuxième. Mais il y a d'ailleurs beaucoup de références à ces fameux rondins dans ce 5e opus. C'est un des trucs qui a le plus marqué, hein, dans toute la saga, quoi. Et mais vraiment, enfin, c'est cette séquence-là. Honnêtement, vraiment, moi, j'y suis allé vraiment à reculons, ce film-là. Je me suis dit, vraiment, ça va être nul. À la fin de la première séquence, j'étais là, je dis ouais. Rien que pour ça, c'était cool. Donc, j'étais déjà content. Donc, c'est un peu aussi le cas de. Je vais passer à d'autres films que j'ai vus, et je pense que tu as vu aussi, Fred. C'est un peu le cas aussi de Mission Impossible, le dernier opus. Oui, j'étais au cinéma. Que j'ai vu il y a 2 jours. Moi, je l'ai vu le jour de la sortie. J'étais impatient. Ouais, moi j'avais pas le temps, mais mais alors moi j'avais une particularité, c'est que j'avais vraiment détesté le précédent, où j'avais pris aucun plaisir. J'avais adoré. J'avais pris aucun plaisir à le regarder. Enfin, vraiment, le Tom Cruise show m'avait saoulé, mais d'une force. Donc j'y suis pas allé forcément avec beaucoup d'envie. Ouais. J'y suis allé surtout pour voir comment l'histoire allait se finir, puisqu'il nous avait pondu un scénario en 2 films, ce qui déjà m'avait beaucoup agacé. Et le petit spoiler, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de scénario en 2 films, il n'y a pas de scénario dans celui-là. Ouais, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de scénario. Par contre, encore une fois, de la même manière. Tout à fait d'accord.
de la même manière que il y a énormément de défauts dans ce film. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a peut-être les 3/4 du film qui est une espèce de, non, pas 3/4, je dirais une grosse moitié de film qui est quand même une grosse bouillie dégueulasse en termes de montage, de dialogue, de trucs et tout. C'est vraiment nul. Mais juste la séquence du sous-marin, juste ça, il y a que ça qui sauve le film, et ça le sauve littéralement, ça suffit en fait. Moi, j'ai juste eu mon plaisir de la scène du sous-marin. La tension, putain, mais j'ai eu une vraie tension, ce qui m'arrive rarement dans les films d'action. Pareil. J'ai pas ressenti de tension du tout, contrairement à la scène de l'avion. Les deux étaient tendus pour moi, ouais, vraiment. Moi, la scène de l'avion, un peu moins. Je suis un peu moins fan de la scène de l'avion. Par contre, la scène du sous-marin m'a vraiment. Putain, j'ai vu le making of de la scène, de toute la scène de l'avion. Et quand tu te dis, ouais, bon, on sait qu'il fait ses cascades, mais il y a une partie, c'est un écran vert. Non. Ouais, mais moi, en fait, moi, tu vois, c'est le genre de considération que j'arrive pas à prendre au moment où moi je regarde le film. C'est-à-dire que je m'en fous, en fait, de savoir si il fait ses cascades lui-même, si c'est un cascadeur. Ça ajoute quelque chose. Au moment où je regarde le film, je m'en fous. C'est-à-dire que, mais par contre, est-ce que je crois à ce que je vois? Ça, c'est important. Mais c'est du coup, effectivement, ça joue sur les fonds verts, ça joue sur le mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été un cascadeur. Moi, il y a plein de films qui sont faits par des cascadeurs, et j'y crois parce que c'est suffisamment bien fait pour qu'on y croie et pour qu'on voit pas la supercherie, et parce que je suis très naïf aussi sur ce genre de choses. Donc moi, de toute façon, enfin, tu vois, moi, Buffy, il a fallu qu'ils me le mettent en 4K et sur un écran géant pour que je m'aperçoive que elle avait des doublures qui n'avait absolument pas du tout le physique de Sarah Michelle Gellar. Donc, mais bon, maintenant je les vois parce que c'est vraiment très gros devant moi, mais à l'époque je me rendais même pas compte de ça. Tu as eu l'effet comme dans La folle histoire de l'espace avec les doublures qui sont pas du tout les mêmes, et la princesse Leia qui est un mec avec une barbe et un cigare. C'est un peu ça dans Buffy des fois. ils ont pas poussé le bouchon plus loin que de mettre et de mettre un mec, mais bon, il y a des fois où t'es là, tu fais ah ouais, là c'est chaud quand même. mais ça n'empêche que je trouve que déjà en termes de durée de séquence, là, cette scène du sous-marin en tension, il y a vraiment des moments où on se dit c'est pas possible qu'ils s'en sortent, quoi. Il y a une espèce de j'étais en apnée, en fait, clairement. Ouais, c'est ça. Et ça c'est rare, surtout parce que la plupart du temps, j'en ai rien à foutre de ce qui arrive à Tom Cruise. Donc, c'est vraiment, s'il pouvait mourir tout le temps, ça m'arrangerait même, quoi. Donc, c'est le tour de force est là, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à me mettre en tension pour un personnage que personnellement je n'aime pas du tout. Donc, ou en tout cas qui est devenu antipathique, qui m'est devenu antipathique au fur et à mesure des derniers opus. Donc vraiment, je trouve que les 3 premiers quarts d'heure sont nuls à Yesh, vraiment. Enfin, moi je me suis endormi. L'idée de relier tous les épisodes de Mission Impossible entre eux, c'est à la fois un non-sens et à la fois complètement débile. Ça, c'est vrai que c'est un truc. Je suis pas d'accord. C'était pas, pour moi, ça a du sens puisque c'est une saga. Ça a du sens sur le papier, mais ça n'a pas du sens dans l'exécution, en fait. Non, mais ça n'a aucun sens puisque à la base, quand ils faisaient les premiers, enfin, Mission Impossible 1, 2, 3 sont totalement décorrélés. Il y a vraiment l'idée à la base quand ils ont créé cette franchise, c'était pas de faire une saga, c'était de faire des épisodes qui sont séparés les uns des autres, oui, et qui n'avaient rien à voir avec chaque fois un réalisateur différent, une patte différente. Ouais, mais c'est devenu le Tom Cruise show, c'est devenu le Ethan Hunt show. Après, hein. Après, et même le 4, il peut même pas être, enfin, en gros, c'est le début du 4 qui fait ça, et encore, il est encore un peu décorrélé, mais je pense qu'effectivement, ils ont fini en prenant un seul réalisateur qui est Christopher McQuarrie pour faire les 4 derniers. Les 4 derniers, puisque le 4 c'était Brad Bird. Ils ont fini par créer une saga, mais qui à la base ne l'était pas. Et donc relier tous ces films entre eux,
Enfin, je veux dire, entre le Brian De Palma et le John Woo, ça n'a aucun sens de les relier. C'est deux films complètement différents. Ouais. Donc, tout comme celui de J.J. Abrams. Hein. Oui, non, mais et après, et Brad Bird a apporté encore quelque chose de différent. Et il y a vraiment que sur les 4 derniers que. Moi, je dirais 3 derniers, puisque McQuarrie a apporté dans le 5 quelque chose de différent du 4 aussi. Donc, mais il y avait déjà une ébauche de créer une saga. Donc c'était de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment débile et ça m'a pas du tout touché. Mais après, il y a eu cette scène du sous-marin et là, j'ai dit ouais, non, là, franchement, là, c'est vraiment bien, il faut l'admettre et j'ai pris un vrai plaisir à regarder. Et comme quoi, des fois, il suffit pas de grand-chose pour rentrer dans un film, quoi. Ouais, moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que le côté du montage raté. Je me suis dit, en fait, il y a un souci, ils ont pas revu le truc, ou alors il y a eu des soucis de production, je sais pas, voilà, parce que je pense que c'était encore un truc où ça a été commencé de filmer et produit pendant le Covid, hein, si je me trompe pas. Exactement. Et peut-être que ça a une influence, sans doute ça a une influence, mais moi la scène post générique du coup m'a fait beaucoup rire. Le côté filmer la réaction, bon c'est assez classique mais c'est un truc qui marche beaucoup sur moi. Filmer la réaction de Tom Cruise pendant que Ellie Atwell est en train de se battre en contre-champ, tout ça, j'ai trouvé ça super drôle. Alors que Ellie Atwell, je suis désolé mais elle sert pas à grand chose. Elle est utilisée à mauvais escient, on va dire. Mais ça fait partie des multiples éléments de Dead Reckoning qui ne sont absolument pas réutilisés dans Final Reckoning. C'est-à-dire que à part la fin justement de la séquence du sous-marin, enfin désolé, léger spoiler, mais si tu veux, Grace, ça devient limite, voilà, le love interest, mais c'est pas le personnage qu'on nous a introduit dans Dead Reckoning. Non. Et c'est ça que je trouve dommage. Globalement, les personnages féminins, ils sont pas utilisés, quoi. Enfin... Absolument pas. Et même, mais la plus grosse offense, c'est le personnage de Pomme Clémentieff. Ou Pomme Clémentieff, on ne la fait pas mourir pour la faire revenir ici. Pourquoi ? Voilà, mais bon. En tout cas, voilà, moi c'est un film qui clôt voilà les 8 à sa façon, les clins d'œil au premier, parce que c'est surtout le premier en fait qui est dans lequel on a un clin d'œil. Bah, oui, mais... Voilà, il y a certains... j'essaie de pas spoiler, hein, c'est compliqué, mais il y a certaines scènes et certaines morts que j'ai trouvées assez rigolotes. Mais effectivement, la première partie, elle est un peu brouillonne, même très brouillonne, et après, en fait, la deuxième partie passe super vite, mais malgré tout, dans les 2 heures et quelques que ça dure, presque 3 heures hein, d'ailleurs, hein, c'est 2h40. Sur ces 2h40, moi j'ai pas vu le temps passer, alors qu'il y a des films qui durent 1h30 et qui me font. C'est-à-dire que moi j'ai la première heure, je l'ai quand même bien vu passer. Vraiment, à un moment donné, je me suis dit ça va être très long quand même. Mais heureusement, il y avait. Franchement, je respecte. La fin est quand même moyenne. Sur la première heure, tu t'es littéralement endormi. Littéralement endormi. Parce que, franchement, respect, parce que la partie où t'as Hunt qui se met dans la chambre pour discuter avec l'entité et qu'il se fait bombarder de machin et que tu as le son, en fait, où c'est... Ouais, je m'étais endormi. Je m'étais endormi avant. Ah, mais... Je me suis... Ah, c'est énorme. Respect énorme. Mais, non, en fait, ce qui est terrible, c'est que je me suis endormi et que il ne me manquait absolument rien. C'est-à-dire que, globalement, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc qui ne servait strictement à rien, quoi. Bon, c'était pas énorme, c'était 10 minutes, tu vois, mais tu te dis, ah ouais, là, je n'ai rien loupé, quoi. C'est quand même compliqué. Je trouve que la dernière scène est assez nulle aussi. Mais ce qui est entre les deux est vraiment bien, quoi. Donc, j'ai pris plaisir. Ouais, non, mais là, c'est plus inégal, là, c'est des... Mais en fait, il faut réussir à faire abstraction ce que j'ai pas réussi à faire sur le précédent opus. Là, il se trouve que j'ai réussi à le faire. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a eu des très mauvaises critiques et que je suis allé le voir plus tard que ouais, peut-être, ouais. Ça doit jouer. Que tout le monde, et que du coup, je m'attendais vraiment à pire. Mais en fait,
cette séquence du sous-marin, elle me reste en tête. Il n'y a pas eu ce genre de séquence dans le précédent qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment mis dans le film. Tu vois. Dans le précédent, même à l'image, hein, parce que la tension elle est là, etc. Mais je trouvais que l'image et la façon dont ça a été mis à l'écran, je trouvais ça vraiment très bon. Tout d'un coup, j'ai vu de la réalisation. Ce que j'avais pas vu sur le précédent opus, où moi ça aurait pu être n'importe quel réalisateur. Sur le précédent opus, honnêtement, c'était du no-name complet, quoi. C'était vraiment du truc à la gloire de Tom Cruise. Là, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, là, c'est bien découpé. Là, c'est bien éclairé. Là, c'est bien, vraiment tout est fait pour rendre cette impression effectivement d'apnée et à la fois de vertige, parce que ça reste quand même Mais moi j'étais dans le mal, hein, avec ma thalassophobie, etc. J'étais bien, moi, hein. Ouais. Putain. Non, mais je pense qu'il faut effectivement avoir je pense que moi je suis très claustrophobe, j'ai le vertige, donc effectivement pour moi c'est le genre de truc qui me parlait. Mais tu vois, par exemple, la scène du train dans le précédent, où ils étaient suspendus dans le vide dans le train, ne m'avait procuré aucune peur, aucune émotion, aucune appréhension, quoi. Alors que j'ai un vertige très développé. Donc là, j'étais beaucoup plus sujet à mon vertige en voyant ce sous-marin rouler vers les abysses que dans le précédent opus en voyant Tom Cruise suspendu dans le vide, quoi. Donc c'est voilà. Il y a vraiment parce qu'effectivement c'est aussi combiné avec la claustrophobie qui fait que je me dis voilà, pour moi les fonds marins c'est vraiment le truc horrible, quoi, par excellence, quoi. C'est à la fois du vide et à la fois il y a rien dedans, quoi. C'est vraiment le truc c'est horrible. Donc mais voilà, donc j'ai passé un moment plutôt bon, voilà. Je m'attendais à vraiment passer un moment horrible. Et voilà, j'ai été plutôt agréablement surpris, donc c'est pas une bonne chose. C'est pas si souvent que ça m'arrive en ce moment en voyant des blockbusters, donc je prends, quoi. Voilà. Et sinon, alors désolé, ça va être c'est un peu long parce que j'ai vu beaucoup de films. En fait, j'ai rattrapé beaucoup de films. Je suis allé voir le Wes Anderson dont je vais parler très rapidement puisque je n'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé que c'était un enfer à regarder. Je n'ai rien compris à ce qui se passait et ça m'a saoulé du début jusqu'à la fin. Ouais. Et pourtant, je suis un très grand fan de Wes Anderson et donc c'est le The Finishing Scheme. Et vraiment là, c'était les mimiques de Wes Anderson conjugués à des dialogues sans fin, de trucs dont je ne comprends absolument pas. Je suis resté à la porte vraiment du début jusqu'à la fin, et en sortant je me suis dit putain, j'ai juste envie de me regarder Darjeeling Limited pour revoir enfin un film avec de l'émotion et du vrai Wes Anderson. Ouais. Il est en train de se parodier un peu. Je crois qu'un peu moins que sur les précédents. Ouais. Il fait des entorses un petit peu à son style. Par contre, moi, j'étais à la. Enfin, globalement, les avis sont plutôt positifs. Moi, je suis resté à la porte de l'histoire dès le début, quoi. Et vraiment, j'ai jamais réussi à rentrer dans cette histoire-là. Et vraiment, c'est beaucoup de dialogues, c'est beaucoup de trucs qui sont censés être drôles, mais comme moi j'étais à la porte, j'avais l'impression vraiment que c'était, il y avait des gens qui faisaient la fête de l'autre côté de la porte, et moi j'étais là en train d'attendre qu'on m'ouvre la porte, quoi. Donc ça plaît beaucoup. Moi, c'est vraiment un sentiment personnel. Je n'ai pas réussi à rentrer dans le délire, donc voilà, je vais regarder mes anciens Wes Anderson en pleurant. Ouais. Je veux pas, mais bon, priorité au direct. Il y a Sly Stone qui vient de mourir, 82 ans. Voilà, une dernière légende de la musique noire américaine. Voilà. En plus de ça, désolé, je rajoute ça, puis je te laisse, Olivier, mais un des derniers morceaux sur le dernier album de Young Gun Silver Fox, c'est Stevie and Sly, donc
Voilà, clin d'œil. Et la mini-série Astérix dans le 5e épisode se conclut sur Sly and the Family Stone. Le final, On en parlera tout à l'heure. C'est vrai. Donc vas-y Olivier. Ouais, et juste un dernier mot sur un film que je viens d'aller voir là, juste à l'instant, qui s'appelle La Venue de l'avenir, qui est le dernier film de Cédric Clapiche. Très rapidement, c'est un film qui est, comme tous les films de Cédric Clapiche, très foutraque, très inégal en termes de réalisation, mais qui, Cédric Clapiche a une particularité, c'est de toujours sauver ses films grâce soit à une idée très brillante, soit à une capacité à voir, à saisir le ton d'une époque. Ça a été le cas avec tous les films qui ont suivi l'Auberge espagnole, de la saga de l'Auberge espagnole, qui moi, avec lesquels j'ai grandi et qui ont jalonné ma vie et dans lesquels je me suis retrouvé au fur et à mesure des périodes de ma vie. Ou alors il y a toujours une petite idée brillante. Là, il se trouve que c'est un film avec une petite idée brillante. Et en plus, personnellement, moi, c'est un film c'est une drôle d'expérience que j'ai fait, puisque c'est un film qui pourrait être le préquel de mon court-métrage d'animation que j'ai fait, puisque ça parle exactement de la même chose, et que le film s'arrête au moment où moi, mon film commence. Donc, c'est très étonnant, et avec des liens, des ponts et des trucs, et même si c'est une variation complètement différente. Et voilà, donc pour moi c'était une expérience très étrange. Après, je trouve que ça reste la petite idée du film que je vais pas vous dévoiler et qu'on découvre je dirais aux 3/4 du film, est quand même maligne, et ça m'étonne pas de Clapiche, parce que je pense que c'est un mec malin, quoi. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, ça c'est sorti il y a 2 semaines, et vraiment en termes de réalisation c'est assez inégal. Il y a des scènes qui sont très belles, des scènes extérieures qui sont très moches, limite bizarrement éclairées, mais au final on s'en fout un peu, parce qu'on passe un bon moment, et voilà, on se fait happer par l'idée du truc, et qu'on voit pas venir, et c'est vraiment bien. Enfin voilà. Ok. Très bien. Voilà, à chaque fois que j'entends le nom de Clapiche, j'ai l'impression que c'est un applaudissement à peu près, toi. C'est un Clapiche. Alors Sarah me dit à chaque fois, elle pense au clapiote. Ah oui. Et moi, je pense à l'italien Capiche. Capiche. Effectivement. Oh le pauvre, oui. On se moque de son nom. Bon, de mon côté, pour mon petit récap, niveau cinéma, qu'est-ce que j'ai été voir ? J'ai vu Mission Impossible, mais on vient d'en parler. J'ai été voir Minecraft aussi, et je m'attendais absolument à rien, et j'étais agréablement surpris parce que c'était un délire totalement assumé par des gens qui ont fumé je ne sais quoi. Ils sont tous en roue libre. Musicalement, c'est du bon rock 70s, 80s, et moi j'étais à fond dedans. Le Jack Black Show, ça commence à être un peu fatigant, alors que j'aimais beaucoup. Mais en dehors de lui, il y a énormément de gags et de clins d'œil et de petites phrases, etc. Quand ça glissait ça et là, qui m'ont fait beaucoup rire, dont une scène où il y a donc un des villageois de Minecraft qui sort du monde de Minecraft pour aller dans le vrai monde, et on a Jennifer Coolidge, je crois que c'est si je ne me trompe pas, qui joue le rôle d'une directrice d'école qui le renverse, c'est en fait pour s'excuser l'invite au restaurant, et on voit par scène comme ça le restaurant se passer alors que lui il parle pas, il fait juste des petits bruits, et il y a une serveuse qui s'amène près d'eux, et j'adorais cette vanne là, j'aurais pu l'écrire, ça me fait chier d'ailleurs, qui s'amène en face d'eux, dit c'est bon, vous êtes rassasié, et elle répond non, je pense qu'il est suédois, et ça m'a fait beaucoup rire, c'était très très con, et il y avait des vannes comme ça, et c'est bien pour toute la famille, donc regardez là en VOD pour un moment
Ouais, d'un délire en fait. C'est un espèce de rêve, comment dire, sous ecstasy, j'ai l'impression, pour beaucoup de choses. Et donc ça passait bien. Sinon, il y avait du jeu, moi de mon côté, avec des 2 démos de jeux que j'attends, dont Dispatch. Dispatch, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu créé par ceux qui avaient fait les jeux, en grande partie les Walking Dead, Tales from the Borderlands, donc les côtés un peu jeux à histoire avec des choix multiples, des choix qui ont vraiment des conséquences sur la suite. Et Dispatch, en fait, c'est comme une sitcom, en fait, une working place sitcom de super-héros. Et en fait, on incarne l'ancien Mecha-Man, qui était un super-héros avec une armure façon gros robot, qui en fait voilà, il a eu une défaite qui fait qu'il est obligé de trouver un autre boulot, et on lui propose d'être au dispatch des super-héros. Et donc c'est lui qui envoie les super-héros sur ses missions. Et le tout est super bien doublé, super bien écrit, et ça se passe donc on parle avec les gens, on a des choix à faire, et selon les choix, ils vont te dire voilà, ils vont s'en souvenir, tu vas te faire un copain ou un ennemi, et le reste du temps, tu es devant ton écran un peu à l'ancienne, en train d'envoyer tes super-héros qui en fait est une équipe de misfits. Donc ce sont plein d'anciens méchants ou des repris de justice qui ont signé un contrat pour pouvoir être réintégrés, et pour ça ils doivent faire le bien, mais le problème c'est que ils en ont un peu rien à foutre, à tel point que première séquence que l'on voit et on est en train de les envoyer, ils se parlent via un truc vocal entre eux, et puis on entend juste moi je prends vendredi, ouais moi je vais prendre mercredi, ouais moi je dis lundi, et puis le gars qu'on incarne dit mais de quoi vous parlez? Du jour quand tu vas démissionner. Donc c'est le genre de vannes comme ça, avec des petits clins d'œil dans tous les sens, et dont je vérifie les noms. Dans les voix, on a quand même des noms comme Aaron Paul, par exemple. On a Jeffrey Wright aussi, Laura Bailey, Erin Yvette, et quelques youtubeurs aussi, ça et là. Mais le héros est joué par Aaron Paul, et ça marche vachement bien. Et la démo, elle dure à peu près 30 minutes sur Steam. Le jeu est prévu pour cette année, je ne sais pas quand. Et c'est super joli en plus. Donc moi, je me suis bien éclaté. Je vous avais parlé aussi de Town to City il y a quelques épisodes, que j'avais vu justement une vidéo passer d'un jeu de construction de ville très très paisible. On avait rigolé sur le côté voxel que vous aviez du mal à comprendre, mais la démo est sortie ici dernièrement, et j'ai vu que derrière le truc très joli, finalement il y a aussi un jeu très paisible de gestion de petites villes, et essayer de la faire grandir. Donc ça c'est très cool, et je l'attends avec impatience. C'est pour cet été. Et alors sinon pour ça tombait bien, pour ma fête des pères, j'ai eu 2 trucs, dont une BD qui s'appelle Pillowman. Hop, je vais vous montrer si vous êtes sur YouTube ou sur Twitch. Voilà, chez Glénat, c'est l'homme de nos rêves. Donc c'est de Stéphane Grodet et Théo Calméjean. Et en fait ça parle de quoi? Ça parle de gens qui, il a la quarantaine, il est au chômage depuis 3 ans, c'est un ancien conducteur de poids lourd, et il est insomniaque. Et en fait, il va essayer de trouver un autre boulot, et le boulot qu'on lui propose, c'est d'être un doudou, d'un doudou humain. Donc il va aider les gens qui ont du mal à dormir, juste en venant dormir dans leur lit en tant que doudou. Et c'est une histoire vraiment très très touchante, très très belle, parfois un peu triste aussi, mais c'était franchement cool. Et on est sur du 224 pages, je crois, à peu près. C'est pas une petite BD, mais ça se lit super vite, parce que tout se joue dans les dessins très très légers, et les dialogues qui ne vont pas chercher à en rajouter. Donc Pillowman, ça je vous le conseille. Et alors un truc dont je m'attendais pas et je connaissais pas, qu'on m'a offert, c'est Avant Après, qui est un jeu de société. Le dessinateur c'est Martin Wittberg. Je sais plus dans quel journal il travaille en général.
journal français, mais bon voilà. C'est un jeu qui est chez Old Chap Games et en gros vous avez en 2 équipes, vous avez 2 dessins et on doit deviner lequel s'est passé avant et lequel s'est passé après. Donc c'est le même endroit, par exemple on est sur un musée, il y a eu un cambriolage, on a l'avant-après, sauf que on ne sait pas ce que l'autre équipe a et on doit se décrire ce qu'on voit pour essayer de répondre à des questions, à une enquête pour savoir ce qui s'est passé dans tout ce truc-là. Et c'est assez rigolo, ça se fait bien, c'est assez rapide, c'est des parties d'à peu près une demi-heure à chaque fois. Le seul problème qu'il y a avec tout ça, c'est qu'il y a 6 enquêtes dedans et le problème c'est qu'une fois qu'on a fait les enquêtes, à part se flasher comme sur Men in Black, le problème c'est qu'on risque de se souvenir et donc la rejouabilité elle est pas géniale quoi. Voilà. J'ai essayé de faire rapide. J'ai soif. C'est pas grave. On t'aurait pas arrêté plusieurs fois, t'aurais été plus rapide, tu sais très bien, c'est notre faute. Par contre, en parlant de rapide, si on va pas parler de rapide et furieux, mais je vais rapidement lancer un petit générique. Voilà, petit générique rapide. Parce qu'on va vous parler d'Astérix, donc Astérix et Obélix, le combat des chefs, sorti le 30 avril 2025 sur Netflix, et donc série adaptée du combat des chefs du même nom, donc la BD, créée par entre autres Alain Chabat. Donc on était sur 5 épisodes d'à peu près 35 à 40 minutes. Une série en images de synthèse et où en gros le druide Panoramix en fait suite à un coup sur la tête, un malencontreux coup sur la tête va perdre la mémoire et va devenir un peu fou, et surtout en fait César, qui en a marre de ne pas voir toute la Gaule, va lancer un défi qui est donc le combat des chefs, qui est donc qui oblige les Gaulois à se battre entre chefs de clan, si j'ai bien résumé. Et un chef de clan gallo-romain, donc à la solde de Rome, et qui doit battre le dernier chef gaulois et à la loyale. Et donc du coup, si Abraracourcix perd, le village est annexé à l'Empire romain. Voilà. Et c'est à la loyale, il n'y a pas besoin d'envahir quoi que ce soit. Exactement. Donc on a vu ces 5 épisodes il y a déjà un petit moment, et évidemment, je pense que je suis pas le seul, mais voyant que c'est Chabat qui s'occupait de ça, on était déjà un peu des Yankees avant l'heure. On n'avait même pas encore vu d'image, qu'on s'est dit ok, c'est bon, on va avoir enfin un Astérix. En tout cas, on avait des attentes. Voilà. On avait des attentes assez fortes et qui, no spoil pour moi, ont été répondues très fortement et même parfois dépassées, mais il y a quand même un truc qui moi m'a gêné à la fin de tout ça, c'est que c'est pas vraiment une série. Ouais, moi j'ai plus l'impression d'un long film découpé, et ça m'emmerde. Que ce soit fait par Chabat ou quelqu'un d'autre, ça m'emmerde quand même. Il y a pas, je ne vois pas le découpage sériel, je ne le vois pas, et je ne comprends pas. On le voit sur le premier épisode, ouais, mais qui est vraiment différent des autres. Mais vraiment, je pense que pour moi, c'est le seul point négatif de cette nouvelle adaptation, quoi. Je n'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt du format série. Donc, non, enfin en quoi c'est un format série? On aurait pu. Là, c'est une adaptation d'une BD, donc une histoire qui a son début et sa fin, sa conclusion. Moi, je m'attendais peut-être en fait à un côté plus un épisode ou deux avec des arcs, avec des choses un peu changeantes, et pas un truc qui on arrête plus ou moins à chaque cliffhanger pour faire une fin d'épisode, quoi. Moi, je sais pas ce que toi t'en penses. Je pense que c'est non, moi je pas. Moi, je vois à peu près de découpage série, mais j'entends également ton point que ça a du mal à ne pas apparaître
avec le recul, ça a du mal à ne pas apparaître en fait comme un tout. Et quand ça apparaît comme un tout et que c'est une mini-série, donc en fait totalement conclue, on a du mal à ne pas voir ça comme un film découpé en morceaux. Mais le fait qu'il y ait, comme dit Olivier, le fait qu'il y ait un premier épisode qui soit une préquelle, le fait qu'il y ait des cliffhangers, le fait qu'il y ait quand même 2 ou 3 arcs relativement conclus pour les personnages d'Astérix et Obélix, je pense qu'il y aurait peut-être du travail sur certains personnages secondaires qui auraient mérité en fait à être un peu plus resserrés, ou à être un tout petit peu plus étoffés pour que ça fasse vraiment beaucoup plus série que film. Et il y a aussi quelque chose qui n'aide pas, c'est la présence du producteur Alain Goldman qui est producteur de beaucoup de films français premium. Et je pense pas que c'est également son intérêt de faire vraiment une série à part entière. Ouais. Là, j'ai juste l'impression qu'en fait, ils avaient un matériel de base bien trop long pour faire un film. Ils se sont dit, en fait, on va dire que c'est une série. Enfin, on est sur comme je dis, 35-40 minutes fois 5. On est presque sur, voilà, c'est un 4 heures et quelques. Bon, les films de 4 heures, ça existe, mais là, ils se sont dit, non, c'est Netflix, alors on va faire autrement. Il y a ça, et il y a aussi le fait que faire un film, même si, bon, pour le coup, ils ont eu les droits sans problème pour adapter ça pour Netflix, mais je pense qu'en faire un film, ça aurait un tout petit peu marché sur les plates-bandes, vraiment des films sales, en fait, donc pour l'instant, des films d'animation sales, qui étaient faits par Astier et qui continuent à être produits par M6 et SND. Donc je pense aussi qu'il y avait une volonté de se démarquer ça en disant que c'est une série. Après, voilà. Enfin, voilà, ça c'est le point pour moi négatif, parce que globalement, que ce soit au niveau de l'animation, des trouvailles, des gags, de l'écriture, on est quand même sur du très 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 bon. Hein. L'animation, on voit qu'il y a eu Spider-Man Into the Spider-Verse là, qui est passé entre-temps, d'autres clins d'œil ça et là. J'étais content même bêtement de revoir des dessins. Vous savez, il y avait à un moment donné un peu un fond bleu avec des dessins blancs. Et ça, moi, ça m'a rappelé mon enfance quand je lisais les BD et que je voyais l'intérieur des couvertures en bleu et blanc. Il y a plein d'endroits où il fait des hommages à l'objet BD. À l'objet BD et voilà, les colorimétriques, un peu les aberrations colorimétriques. À la fin de la première séquence, à la fin de la première bataille, il y a Astérix qui tape un Romain et à ce moment-là, ça devient bleu et avec juste les lignes en blanc. Et effectivement, c'est le visuel qui accompagnait chaque ouverture de BD de notre enfance, quoi. Donc ça c'est vraiment le côté Madeleine de Proust en plein. Ouais. Ça le côté les couleurs qui étaient pas bien respectées, parce que comme il y avait des problèmes d'impression parfois, on avait des trucs qui étaient pas tout à fait aux bonnes couleurs dans les BD des années 60 et 70, quoi. Non, il y a plein effectivement de je trouve ça très intelligent d'avoir le fait qu'il passe par l'animation par rapport à Mission Cléopâtre, parce que moi j'ai vu beaucoup fleurir des comparaisons entre Mission Cléopâtre et Combat des chefs, alors que pour moi c'est vraiment deux choses complètement différentes. En tout cas, je pense que l'objectif n'était pas du tout le même. Et là, le fait, Chabat, c'est vraiment quelqu'un qui aime Astérix profondément. Ah oui. Et le passage à l'animation lui permettait justement de faire cet hommage quasiment constant à la BD, à l'objet BD qu'il a manipulé étant jeune, et qui doit continuer à manipuler, parce que je l'imagine toujours en train de lire des BD d'Astérix. Oui. Et ça, c'est vraiment le point fort de son animation, quoi. Ça lui a permis ça, ce qu'il ne pouvait pas faire dans Mission Cléopâtre, où pour le coup il a tout transvasé vers son propre style. Donc là, on est beaucoup plus dans le style d'Astérix que dans le style de Chabat, même s'il y a des insertions vers le style de Chabat. On est dans l'humour d'Astérix, on est dans
dans l'histoire d'Astérix, et c'est peut-être aussi ce qui a gêné certains qui s'attendaient à retrouver un Mission Cléopâtre en version combat des chefs, quoi. Ouais, non, c'est ça que beaucoup attendaient ça. Moi, j'attendais qu'il y ait le respect quand même de l'Astérix d'époque Goscinny, hein, parce que bon, là, le combat des chefs, ça date de 66, donc on est encore en plein dedans. Et je sais plus si c'était, ouais, non, c'est bien avant son décès. Mais on voit qu'il y a le respect de ça. Il intègre des choses, mais avec beaucoup de respect à chaque fois, et pas juste pour se tailler la part du lion et se dire ben voilà, c'est mon truc. Non, j'ai aimé cette BD, je veux lui rendre hommage un maximum. Puis bah il y a de temps en temps quelques nouveautés parce qu'il faut bien mettre au goût du jour, et surtout que il y a des gags en 66 qui aujourd'hui ne parleraient plus à beaucoup de personnes, hein. Des jeux de mots, parce que les noms sont toujours des jeux de mots ou des clins d'œil référentiels, hein. Ici Pulp Fiction par exemple, le côté Disneyland aussi, voilà, tout ça c'est des choses qui sont rajoutées, quoi. Oui, et puis enfin moi je trouve que déjà rien que le choix de cette BD là, c'est quand même c'est quand même le choix d'une personne qui connaît très 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 bien la saga Astérix, parce que c'est probablement un des albums qui est très vite oublié par ceux qui n'ont pas été complètement baignés dans Astérix quand ils étaient jeunes, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont peut-être lu mais ils l'ont oublié parce que c'est pas forcément celui auquel on pense facilement. Donc déjà moi déjà rien que le choix de cette BD là, c'est pas un choix de facilité, c'est vraiment un choix d'une personne qui a voulu plonger dans cet univers là pour y trouver dans quelle BD il pourrait inscrire son style le plus facilement, quoi. Et moi rien que le choix de cette BD là m'intéressait parce que j'avais l'impression que le fait que ce soit une BD qui soit moins classique que les autres, en termes c'est une BD qui est moins culte que les autres, et bah je me dis que ça permettait justement de plus facilement de modifier des choses et d'inscrire son propre style dedans. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire le mix entre les deux, et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Et c'est vraiment étonnant d'ailleurs que cette BD là n'ait pas été adaptée plus tôt, parce que effectivement en tout cas avec le résultat là, et puis pour l'avoir relu, effectivement il y avait plein de petits points qui disaient ben oui, ça collait très très bien à une adaptation. En animation beaucoup plus, parce que c'est toujours plus facile pour pouvoir avoir le côté grandiose et machin, et puis voilà, éviter aussi de devoir encore s'inscrire dans les différents films avec les acteurs. Mais c'est ce que je voulais faire comme remarque, c'est que la raison pour laquelle c'est important d'avoir le résultat que ça a eu, et la raison pour laquelle ce projet existe, je pense qu'il y a, après c'est de la pure spéculation, mais il y a aussi un commentaire indirect pour remettre l'église au milieu du village, en fait, de ce qu'est Astérix, ce que veut dire Astérix, clarifier, on va dire, le côté satire du mythe gaulois face à l'envahisseur romain, et essayer de le faire, on va dire, politiquement un tout petit peu plus fin, et aussi s'inscrire en porte-à-faux face à ce qui est devenu la franchise. C'est-à-dire que d'un côté on a des films d'animation, malheureusement j'ai pas vu le deuxième réalisé par Astier, mais j'avais beaucoup aimé le premier. Les deux par Astier sont vraiment très très bien. C'est ça. Mais ici c'est encore un autre niveau, c'est vraiment encore un autre niveau. Mais il y avait, j'avais pas très scolaire, quoi. Ouais, voilà, j'avais pas, alors justement ce que je voulais dire, il y a un côté scolaire, mais il y avait aussi un côté il y a aussi un côté où les deux films d'Astier sont arrivés après une palanquée de films. Il y en a eu 2 ou 3 qui étaient totalement anonymes et qui étaient assez catastrophiques, et de l'autre côté il y a Astérix, le blockbuster européen, en fait, où tu as Pathé, en fait, qui tous les 4 ou 5 ans va chercher un metteur en scène français
totalement dans le coup et essayer de monter un film Astérix. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Guillaume Canet il y a 2 ou 3 ans. Et c'est quelque chose qui est qui fonctionne juste pas, mais qui est une franchise en fait cinéma qui, même si Chabat y a participé et a fait un record public et aussi un accueil public et un accueil critique au point où du coup à chaque fois que le film est rediffusé à la télé, ça fait des bons scores et les gens continuent à citer le film, etc., etc. On ne peut pas dire la même chose des 3 films live-action suivants. Donc en fait, il y a une grosse déliquescence de la franchise à la fois du côté cinéma, un peu aussi du côté BD. Moi, j'ai pas vu énormément de réception vraiment bienveillante en fait des derniers tomes d'Astérix, etc. qui sont sortis. Non, ils sont vraiment pas bons. Hein. Voilà. Donc il y avait aussi une volonté de commenter indirectement et d'essayer de rappeler à leur niveau sur ce que c'était cette franchise. Parce que, en fait, pour donner une petite anecdote tout à fait personnelle, il y a quelques années, les dernières BD, c'était le cadeau entre guillemets facile que je pouvais recevoir, par exemple, dans la belle famille, à un Noël ou un truc comme ça. J'en ai reçu un et j'ai clairement fait comprendre qu'en fait, il m'en fallait plus. Je dis non, c'est pas Astérix. C'est le dessin, c'est Astérix, l'écriture, c'est pas Astérix, c'est même c'est de pire en pire et c'est compliqué. Moi personnellement, sur les BD, j'ai été très attristé du dernier qui a été écrit par Fab Caro. Donc j'attendais quand même beaucoup parce que j'aime beaucoup. Bah oui, c'est Fab Caro. Fab Caro, j'attendais quand même quelque chose de novateur, quelque chose qui allait renouveler un peu le truc et j'étais persuadé que lui était capable de le faire. Waouh, mais ça m'a défoncé la tête tellement c'était nul quoi. C'était un espèce de vieux truc réac horrible qui n'arrivait pas en fait, le problème des derniers Astérix, je pense que c'est des choses, ils sont trop ancrés dans le moment où ils sont écrits. C'est-à-dire que tu lis les premiers Astérix, oui, t'as des références à ce qui se passait à l'époque. Mais ils sont quand même intemporels, quoi. Mais ils sont quand même intemporels. Alors que là, tu lis le dernier Astérix, honnêtement, on le lit dans 20 ans, on comprend absolument plus de quoi ça parle. Donc et en plus, je trouve que c'est fait de manière... on a l'impression que ça ne s'adresse plus qu'à une certaine frange de la population française qui est restée bloquée dans les années 60 et qui ne comprend absolument pas le monde actuel. Donc, moi, j'étais très très triste de voir Fab Caro s'abaisser à ça. C'est nul à chier. Enfin, vraiment. Et j'aime beaucoup l'auteur. Donc, effectivement, moi, je te rejoins là-dessus. C'est que et je rejoins Florian, c'est que la série s'inscrit dans un moment où effectivement le film, les films ne sont que des prétextes à faire du pognon à l'étranger et des BD qui sont quand même en mort clinique quoi. Et je veux juste ajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite. Si vous ne l'avez pas vu, enfin pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, même si on ne sait pas, enfin probablement, le combat des chefs n'aura probablement pas de suite telle quelle, ou d'autres albums adaptés par l'équipe de Chabat, même si on faut jamais dire jamais. Les droits ont été récupérés en fait et centralisés par Studio Canal en fait, qui a lancé un nouveau sous-label qui s'appelle Studio Canal Stories et du coup a récupéré les droits cinéma pour Pathé pour lancer une nouvelle adaptation live action de Astérix. Et aussi, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce soit la BD, c'est devenu un enjeu business qui est tellement fort parce que la marque BD Astérix continue à se vendre par cargaison à travers le monde. Et c'est quelque chose qui a été littéralement utilisé par Maxime Sada pour dire, en introduction de Canal+ à la bourse, etc. Donc il y a des enjeux business qui sont absolument phénoménaux et les derniers projets Astérix en fait se sont totalement inscrits en fait dans cette pure logique mercantile. Donc j'ai l'impression que le projet que l'on vient de voir existe vraiment en dehors de cette réalité-là. Exactement, moi j'ai vraiment cette impression-là aussi. Ouais. Ça, comme il le disait justement dans des interviews,
l'envie de pouvoir faire à nouveau quelque chose, parce qu'une saison 2, c'est pas une saison 2, mais d'en refaire une autre adaptation, Netflix et Chabat, voilà, vu la réception en plus de ça de celle-là, ils sont totalement partants, sauf qu'en fait, c'est comme tu dis, hein, les droits sont forcément ailleurs, et ça va être compliqué. Et après, ça veut pas dire que ça sera pas à nouveau Chabat derrière, qui fera une autre adaptation, mais peut-être en live action plutôt que en animé. Très franchement, j'ai rien contre le côté live action, mais je trouverais ça dommage parce que je trouve que Astérix marche extrêmement bien en animé, surtout quand on voit la qualité de ce qu'on a eu ici, et même le côté petit, c'est l'envie de voir Astérix et Obélix petit. J'avais adoré ce passage-là. Puis en plus de ça, petit coucou à Casey Chase parce qu'elle faisait la voix d'Obélix enfant, et ça c'est assez drôle. C'est ce côté-là, le côté avec piano, le côté du petit bonus de fin de 5e épisode, hein, avec les sangliers. Les sangliers. Et le style de piano qui est donc derrière Burger Quiz, etc. et plein d'autres choses. Avez-vous déjà vu? Je trouvais que ça marchait aussi extrêmement bien. Le côté Tex Avery était vraiment très drôle et bien amené. Mais ouais, après, c'est ça le problème, c'est que les droits sont gérés d'une façon totalement aléatoire. Là, pour le coup, il y a eu vraiment une grosse volonté depuis que du coup Hachette a été plus ou moins intégré dans Vivendi. Il y a une volonté, on va dire, de centraliser la grosse marque Astérix pour faire du fric avec. Oui, voilà, mais c'est ça le truc, c'est que c'est centralisé pour faire du fric avec. Et ça veut pas dire que la qualité sera en rendez-vous. C'est juste qu'on va devoir pondre 1 milliard de choses le plus vite possible parce qu'en fait on a payé les droits pour sans doute un certain nombre d'années. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça qui est dommage. Ça fait des années parce qu'à l'époque, oui, de toute façon, on a vu que les films. Hein. Thomas Langman, quand il avait fait Astérix aux Jeux Olympiques, dans les interviews, il disait clairement, moi en fait, j'ai pas du tout fait le film pour le public français. Je pense que le public français va pas aimer le film. Je l'ai fait que pour le public international. Donc bon, c'était déjà assumé. Et ça, c'est pas pour les bonnes raisons qu'il s'est été récupéré, quoi. Donc on sait que c'est comme ça, et c'est vrai que ça donne ce sentiment, ce que disait Florian, quoi, que ce projet-là est complètement à part et une sorte de parenthèse, une bulle. Et comme l'a été à son époque Mission Cléopâtre. Hein. Ouais, mais qui était quand même ancré dans ce système de pâté, quoi. Donc ouais, de pâté, mais quand tu vois le tout premier Astérix de Zidi, qui était quand même très 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 catastrophique, qui a extrêmement mal vieilli. Puis après t'as eu celui de Chabat qui vraiment la parenthèse enchantée, qui a surpris vraiment beaucoup de monde. Presque pas un Astérix en fait, c'est ça le truc aussi. Qui est presque pas un Astérix. Oui et non, oui, après voilà. Ça reste la trame d'Astérix, mais derrière c'est l'humour des nuls d'abord, quoi. Voilà, et puis après t'as eu je ne sais plus combien de Jeux Olympiques. Voilà, il y avait lequel encore il y a eu Jeux Olympiques, ça a quand même fait mal parce que c'était quand même un gros bide parce que ils étaient tellement persuadés qu'ils allaient ramasser à l'international, sauf que c'était vraiment tellement nul qu'ils n'ont pas tant ramassé que ça. Donc ils se sont calmés un petit peu. Après, je crois qu'il y a les 2 Astier, et après, je crois qu'il y a le Guillaume Canet. Attends, je vais regarder parce que franchement, là, j'ai l'impression qu'il y en avait un autre encore entre eux. Au service de Sa Majesté aussi. Alors, oui, t'as raison. En 2012. Avec le mec qui avait réalisé le petit Nicolas. Par Laurent Tirard. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, alors ça c'était une avec belle catastrophe. En Astérix. Mais j'avais oublié. Alors celui-là, je l'avais complètement zappé, quoi. Catastrophe aussi. Et puis l'Empire du Milieu, c'est donc le dernier avec deux et avec Guillaume Canet, qui est un sacré naufrage. Et donc on a quand même 3 films d'affilée, 2008, 2012, 2023.
qui sont quand même de gros naufrages. Et après, Alexandre Astier, ce qu'il a fait en animé, les 2 films sont très très bons, mais encore une fois, ils sont très scolaires et on n'en retient pas grand-chose. Non, honnêtement, j'ai oublié les 2 films. Je me souviens avoir passé un bon moment, mais je peux pas dire qu'il me reste quelque chose du film, quoi. Bah, oui, c'est ça, voilà, c'était quoi? C'était Le Secret de la Potion Magique et le Domaine des Dieux. Le Domaine des Dieux, moi, c'est une des BD que j'aimais beaucoup, ouais. Qui était le premier, puis Le Secret de la Potion Magique. Bah oui, c'était le film un peu à la Sony Pictures, un peu lambda, que tout le monde a déjà vu, mais ça passe. Et puis et c'est vrai que Le Domaine des Dieux était une BD relativement politique, voire même un des Astérix les plus politiques. Et je suis d'accord avec Florian, c'est que je trouve qu'on retrouve plus cette patte politique dans le combat des chefs que dans le Domaine des Dieux. Clairement. J'avais oublié puisqu'on était encore sur les projets animés, mais j'avais totalement oublié. Donc là, je parlais de Studio Canal qui avait qui avait lancé le développement d'un Astérix en prise de vue réelle, mais à l'animation, du coup, c'est pas Astier qui va rempiler, c'est de la portée de la Patelière qui vont écrire un nouvel Astérix qui s'appelle Le Royaume de Nubie pour SND M6 Film. Du coup, ça va pas être du tout la même chose, mais du coup, voilà, on fait appel au mec bankable des 3 mousquetaires, sans se poser forcément la question si ça veut faire du Astérix. Des 3 mousquetaires, mais alors aux 3 mousquetaires, ils étaient juste scénaristes et Mathieu Bourboulon a saccagé le truc, sachant que ils ont fait en tant que scénariste et réalisateur Le Comte de Monte Cristo, qui était beaucoup plus intéressant. Ils ont fait Bis aussi. Donc pourquoi pas. Ils ont quand même fait des trucs qui sont bien, hein. Ils ont adapté. Justement, on parlait de. Non, c'est lui ou pas? Non, c'est pas Fab Caro. Le prénom. Non, c'est le discours, Fab Caro. C'est le discours. Mais bon, ils sont derrière Papa. Le prénom, c'est de la part de la Patelière. Oui, c'est ça. Mais ils ont fait c'est parce que c'est une adaptation de la pièce qu'ils ont fait après au cinéma, mais ils ont aussi fait Papa ou Maman et Bis, quoi. En tout cas, moi, c'est des gens qui m'intéressent et qui me semblent dans le giron SND les plus compétents. Il y a quand même beaucoup plus de tâcherons que dans ce giron-là, donc pourquoi pas. Il faut donner la chance aux... Oui, c'est ça, peut-être ils vont en faire quelque chose de très très bien, mais c'est un peu le souci, c'est le même souci qu'on a, dont on discutait tout à l'heure avec les Missions Impossibles, hein, c'est que à changer tout le temps de réalisateur, on finit par avoir un truc qui est souvent très inégal et qui finit par perdre le public, parce que le public s'en fout de savoir qui est derrière, ils vont voir que c'est Astérix, et puis voilà, ils iront voir, ils vont dire c'était nul, et ils iront plus voir. Ou alors, effectivement, l'international, ça passera, et puis voilà. Mais en tout cas, toujours revenir sur le combat des chefs, à l'international, ça marche extrêmement bien aussi. Voilà, ça, Netflix, là-dessus, apparemment, ils n'ont pas trop de soucis à se faire, mais bon, les choses qui marchent bien, et qui donnent envie de faire des choses qui marchent bien, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement. Surtout chez Néné. Ouais, surtout chez Néné, effectivement. Je voulais juste commenter sur ça parce que je l'ai déjà commenté une à deux fois, mais déjà dans ma propre critique et aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que une mini-série d'animation, même si voilà, comme on l'a dit au début, il y a un côté long film découpé en morceaux, la mini-série d'animation, c'est pas vraiment ce que fait Netflix. Et j'ai en contre-exemple, j'ai une excellente mini-série américaine qui s'appelait Maya and the Tree, en fait, Maya Princesse Guerrière, qui avait été fait par une personne qui s'appelle Jorge Gutiérrez. Ça, pour le coup, il y a vraiment autant de moyens que Astérix. C'est aussi bien pensé que ça. Donc celle-là, je vous la recommande beaucoup, même s'il y a un public qui est beaucoup plus familial. Et la chose que je voulais dire, c'est que ce que ça tend à parce qu'on a dit que voilà, il y avait Chabat et deux co-scénaristes et un co-réalisateur, mais c'est un studio toulousain qui s'appelle TAT, qui a fait toute l'animation. Et cette semaine, c'est le festival d'Annecy. Je tiens à rappeler que
pour Astérix, on a le savoir-faire, mais pas que. Là, en l'occurrence, il y a un côté... pardon, j'étais distrait par le chat. Rien. Voilà, c'est rien. Non, je tiens à rappeler en fait que Netflix en fait a quelques projets en fait de séries ou de contenu français, mais n'en a pas tellement en animation et en famille. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura d'autres projets de mini-séries d'animation premium sans nécessairement des gros noms d'auteurs ou des gros noms type Alain Chabat associés derrière, parce que la France est une terre d'animation et on a plus que les talents et le savoir-faire pour le faire. Le problème avec ça, c'est que l'animation et ce qui est produit actuellement en animation ne doit être produit que pour un public, on va dire, jeune. Et là, il y avait... Voilà, là... Il y a notamment tout un gouffre en animation adulte, même si Astérix était un public assez familial, mais il y a tout un potentiel d'animation adulte et il y a tout un potentiel d'animation familiale qui va au-delà du spectre jeunes ados, tout petits, qui méritent en fait d'avoir un budget et d'avoir des moyens et un temps de développement et un temps de maturation qui est au moins égal à ce que ça a donné. Pour moi, TAT, ils avaient le savoir-faire, mais ils n'avaient pas du tout ni les moyens ni la bienveillance de Alain Chabat pour produire quelque chose qui a le rendu d'un combat des chefs. Donc, je tiens à signaler que ça n'est pas un heureux accident. C'est quelque chose que dès qu'on donne l'opportunité ou les moyens de le faire, les résultats ils sont là. Donc il ne tient qu'en fait à avoir un certain mouvement qui ne va pas être le mouvement des diffuseurs. Clairement, c'est pas TF1, c'est pas France Télévisions, c'est pas M6 qui aurait pu produire ça. Même pas Canal+, parce qu'ils n'ont pas de politique d'animation, malheureusement, d'animation en tout court. Donc voilà, ça ne tient qu'aux plateformes à aller maturer ce genre de projet parce que les talents y est. Ouais. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur Astérix ici, parce que globalement, à part vous raconter les épisodes, ça n'aura aucun intérêt. Je pense que de toute façon, en plus de ça, vous les avez déjà vus. Si c'est pas le cas, vraiment, faut pas bouder du tout son plaisir, parce qu'il y en a pour absolument tous les âges. C'est le genre de choses à regarder, comme tu disais, en famille. Il y a des choses qui vont faire les enfants, d'autres qui vont faire les plus grands, ceux qui connaissent plus ou moins la BD, ceux qui ont des références en plus, parce qu'il s'est bourré de références dans tous les sens. On va pouvoir faire un listing. Il y en a qui sont très évidentes, d'autres qui le sont un peu moins. Comme je disais avant d'enregistrer à Florian, le générique de Astérix que j'ai mis, qui est donc celui des films de l'époque, il y a à un moment donné Obélix qui le siffle de façon tout à fait anodine, comme ça, en plein milieu du truc, et ça c'est tombé directement dans l'oreille, mais je suis pas sûr que c'est le genre de choses qui parlerait à tout le monde, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'attends un peu pour refaire, pour pouvoir redécouvrir maintenant qu'une deuxième lecture d'autres références et choper un peu les clins d'œil. Parce que je suis convaincu que si je regarde bien à l'arrière-plan dans pas mal de choses, il doit se passer des trucs bien cons. Ça m'étonnerait pas de Chabat, quoi. Ouais. Et puis moi, pour revenir sur l'animation, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a une triple lecture en termes d'animation. C'est-à-dire qu'il y a les personnages qui sont animés d'une certaine manière, il y a les décors qui sont animés d'une autre manière, et il y a des séquences qui sont animées d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on a des décors qui sont très chiadés, très très beaux, très vraiment il y a un soin qui est apporté à chaque élément du décor et à chaque atmosphère qui englobe chaque séquence. Et par-dessus ça, il y a des personnages qui sont entre guillemets beaucoup plus simples en termes d'animation, et même en termes de lumière et en termes et parce qu'en fait ils ont gardé ce style de BD et
Et en fait, je trouve ça vraiment intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des critiques qui disaient que c'était pas super en termes d'animation machin. Et en fait, non, c'est très pointu en termes d'animation sur les décors. Clairement. Et par contre, on garde vraiment ce côté BD sur les personnages. Et en fait, on peut pas faire. Si on veut avoir ce côté BD, on peut pas. C'est beaucoup des aplats les BD. On peut. Astérix, c'est pas une BD où il y a des ombres dans tous les sens, où il y a des. Donc on garde ce côté-là. Et je trouve que dans l'intelligence du rendu, souvent on a tendance à faire coïncider les personnages avec le décor. Là, il y a toujours une dissonance entre le décor, les personnages, les accessoires. Tout est animé avec un style un peu différent. Et pourtant, tout ça, je trouve que ça trouve son unité. Et moi, j'aime bien parce que ça m'excite un peu le regard, en fait, de voir ça. Et parce que du coup, mon regard il est attiré à la fois par ce qui se passe dans le décor qui est très joli, à la fois par les personnages, à la fois, enfin, voilà, mon cerveau il est par les blagues, par les références visuelles, les références dialoguées. Donc voilà, en fait, c'est des épisodes où mon cerveau il est constamment mis voilà, il va constamment rechercher des choses parce qu'il a plein d'informations à gérer. Et en fait, on nous aurait fait les décors du même style que les personnages ou les personnages du même style que le décor. Et en fait, mon cerveau, il aurait amalgamé le tout et il se serait un peu plus reposé. Et là, ça me garde toujours en éveil et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et moi, je l'ai revu une deuxième fois pour préparer le podcast. Et vraiment, c'est ce qui m'a marqué et notamment et en fait, ça permet aussi une autre chose, c'est que des fois, ça permet aussi de supprimer le décor. C'est-à-dire que les personnages sont tellement autonomes par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, je prends la séquence où le Romain n'arrête pas de goûter la potion magique pour savoir si la potion qui est en train de faire le druide qui est complètement stone est la bonne ou pas, et qui est une séquence déjà dans la BD qui me plaisait beaucoup. Là, je la trouve vraiment intéressante sur le papier parce que tout d'un coup, le décor, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent parce que de toute façon, on est habitué à ce que le décor soit décorrélé des personnages. Et du coup, ça donne une séquence qui est très marrante avec, à un moment donné, il est en noir et blanc et en muet. Enfin, voilà. Ils peuvent constamment s'amuser sur les différentes lectures, sur les différents niveaux de lecture de l'animation. J'aime beaucoup l'intro de l'épisode 3 quand Panoramix est Stone et qu'il est dans un dessin animé pour enfants style Teletubbies, et je trouve ça génial, quoi. Ouais. On a vraiment le côté psychédélique de ces séries pour enfants qui sont parfois surréalistes. Et ça m'avait rappelé aussi la série Kidding avec Jim Carrey et je pense qu'il avait un peu ça en tête aussi parce que c'est une très belle série et enfin voilà, c'est un type d'animation qui permet beaucoup de choses, qui a suffisamment de flexibilité pour s'adapter aux desiderata et aux folies du réalisateur et des scénaristes, quoi. Et ça, c'est franchement très intelligent d'être parti là-dessus, parce que c'était pas évident en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui leur ont dit sur les premiers essais, ah ouais, mais les personnages ils sont pas super éclairés, machin et tout, comme on peut faire en 3D. Enfin, vraiment, j'imagine les premiers retours ont dû être et ils ont tenu bon, et c'est cool, quoi. Franchement, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Non, c'est clair. En fait, en tout cas, pour moi, c'est une grande réussite. Et j'avais oublié de rajouter quelque chose. Désolé, peut-être on va conclure, mais la musique, la musique d'illustration, et pour moi, enfin, c'est ce que j'allais dire, donc. Je t'en prie. Voilà. Non, mais vas-y, continue. Vas-y. Le début, en fait, pour moi, c'est il y a une classe infinie, en fait, dans ce qui est
Enfin, il y a pas de nostalgie, il y a toujours la bonne idée qui cadre avec la bonne séquence. Donc utilisée pour la bombastique de Shaggy, pour la séquence, pour celle-ci, pour d'autres choses, pour la première séquence d'ouverture en fait sur du Luis Prima. Je trouve ça d'une idée je trouve ça une idée absolument géniale parce que c'est pas aller faire du jazz et du swing, ok, mais aller directement dans cet artiste là qui représente des crooners italiens, on va dire vraiment de la très très vieille époque et tout. Ça demande quand même beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, donc chapeau bas à avoir eu cette idée pour cette première séquence. C'est ça, c'est ce que je disais dans tout ce qui est les références. Comme je disais, il y a des choses très évidentes. Musicalement, ouais, voilà, ça va parler, mais ça prouve que derrière, il y a une connaissance du matériel tellement précise qu'en fait, ils peuvent se permettre absolument ce qu'ils veulent et ça va marcher parce qu'ils savent que ça... Voilà, et sans doute ils ont sans doute discuté pendant des heures et des heures pour pouvoir essayer des choses, voilà, mais... à chaque fois c'était ok, ça j'ai envie de faire ça comme ça parce que je sais que ça va fonctionner, parce que je sais que ça va parler à certaines personnes, ou en tout cas ça va être assez universel, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que effectivement comme c'est Netflix, je suppose qu'on leur a quand même demandé de faire quelque chose qui parlait à l'international, donc on pouvait pas non plus faire que des références franco-françaises non plus, et ça là-dessus il s'en sort encore une fois très 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 bien quoi. Mais bon, voilà, Astérix, combat des chefs. C'est vraiment la marque de Chabat. Hein. Florian parlait de classe. Moi, c'est toujours ce qui me fascine dans son écriture, dans sa réalisation, c'est que il y a une sorte de c'est vraiment une classe, mais naturelle en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. Ouais, il y a plein de réalisateurs. C'est pas forcé quoi. Ouais. Il y a plein de réalisateurs qui utilisent des musiques pour faire cool. Ça se sent que c'est juste pour faire cool, mais voilà, lui il trouve toujours la bonne musique, le bon truc, et de manière et ça s'inscrit de manière naturelle dans son œuvre. Et enfin, ses blagues sont classe, ses musiques sont classe, sa réalisation est classe. Ce mec-là, enfin, c'est et même dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire que un des gros enjeux de cet Astérix, c'est l'amitié, et il parle beaucoup de l'amitié et c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié, et ça m'étonne pas qu'il l'ait traité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que au niveau scénaristique, le combat des chefs, il passe quasiment en second plan. Je pense qu'il faut 3 épisodes avant qu'on commence à réellement rentrer dans le combat des chefs. Ah oui, c'est ça, c'est les deux derniers épisodes qui font hein, c'est tout. Hein. Avant ça, on a surtout une histoire d'amitié qui se passe à la fois quand ils sont petits, et ça, l'idée de faire un épisode où ils sont petits, c'est fabuleux. Enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est d'une intelligence incroyable. Moi, j'étais soufflé j'ai vu cet épisode de Série Mania. J'étais sur mon siège en train de me dire, mais évidemment, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Enfin, c'est incroyable, mais c'est aussi montrer cette amitié, et venant d'un Chabat qui s'entoure d'un groupe d'amis, d'un groupe d'artistes amis continuellement, ça m'étonne pas de lui en fait. C'est quelque chose de naturel. C'est encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il va faire pour de l'opportunisme. Il va faire ça parce que l'amitié pour lui, ça a un vrai sens. Et du coup, ça semble sincère, ça semble enfin, moi, du coup, il me touche avec ça. Et voilà, ça marche quoi. Mais parce que avant tout, c'est quelque chose qui lui ressemble lui quoi. Et ça se sent. Voilà, ce sera donc le mot de la fin sur Astérix, le combat des chefs sur Netflix. Donc on vous a parlé aussi d'un peu de cinéma, un peu de BD, un peu de tout, mais surtout d'Astérix. On vous donne rendez-vous la semaine
prochaine pour un hebdo de façon classique, sauf erreur de ma part. Classique, effectivement. Et dans 2 semaines pour la fin de saison de l'hebdo. Donc on aura sans doute une pause estivale, mais avec peut-être des petites choses par-ci par-là, histoire de vous maintenir à flot, et je pense pas forcément à toi uniquement, Florian, quand on parle de maintenir à flot. Il y a quelques idées, quelques envies de podcasts, d'épisodes un peu hors série qui traînent dans les bacs, et on va essayer de faire ça jusqu'à la rentrée, la saison 2 de Culture Club Sortuche l'hebdo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, de bons trucs culturels dans tous les sens, et puis surtout bonne Jovix. Bonne Jovix.